Bienvenue sur Zoom In. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La Réserve fédérale américaine. Vous savez, la fameuse Fed. Ah oui, la Fed. Vous nous avez d'ailleurs partagé une analyse assez percutante de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Elle l'a présentée lors d'un forum à Saint-Pétersbourg. Oui, je l'ai lu. On va décortiquer tout ça ensemble. Voir ce que ça nous apprend sur la finance mondiale et puis surtout, quel est l'impact sur nous, hein? Pas seulement sur les grandes puissances. Tout à fait. Bon, Zakharova, elle y va franco, hein. Elle dénonce la Fed comme un outil de manipulation, rien que ça, au service, bien sûr, des intérêts américains. Elle affirme que la Fed, elle façonne le monde à son avantage, impactant la souveraineté des nations. C'est fort comme propos quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? C'est vrai que la Fed a un poids énorme. Ça, personne ne peut le nier. Sur l'économie mondiale, hein. Quand on sait que le dollar, c'est la monnaie de référence pour les échanges internationaux, forcément, les décisions de la Fed, notamment sur les taux d'intérêt, eh bien, elles ont des répercussions sur tous les marchés financiers. Ouais. Prenons un exemple, les taux d'intérêt. Si la Fed décide de les augmenter, eh bien, ça attire les capitaux vers les États-Unis. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Rendre le coût de la dette beaucoup plus lourd pour les pays émergents notamment. C'est vrai. Alors, est-ce que pour autant, la Fed est un outil de manipulation comme le dit Zakharova? Je dirais que c'est plus nuancé que ça. La Fed a aussi un mandat, maintenir la stabilité des prix et le plein emploi aux États-Unis. C'est aussi son rôle. Oui, bien sûr. C'est important de le rappeler. Zakharova va même plus loin. Elle parle carrément de corruption Ah oui, au sein du système. Avec la Fed en plein centre, évidemment. oui. Elle met en avant le manque de transparence et puis l'influence des lobbies sur le fonctionnement de la Fed. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, sur le manque de transparence, oui, c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, notamment sur la nomination des membres du conseil d'administration de la Fed. C'est un processus très politisé, on le sait, et puis, bon, les lobbies financiers ont forcément leur mot à dire. Oui, ça, on l'imagine. Zakharova, d'ailleurs, elle cite Jimmy Carter, l'ancien président américain, Oui. qui dénonçait déjà, en 2015, la corruption du système politique américain. Ah oui. Il disait que les États-Unis étaient devenus une sorte de marché où les décisions politiques s'achètent. C'est assez frappant comme image. Oui. Et puis, Zakharova, elle s'appuie aussi sur un rapport intéressant de Transparency International. Oui. C'est une ONG mais qui est financée en partie par Par qui? le département d'État américain. Très bien. Et ce rapport, eh bien, il critique le système de dons politiques aux États-Unis. D'accord. Il le qualifie de club réservé aux riches. Ah oui, quand même. Intéressant qu'il utilise un rapport financé par les États-Unis pour critiquer les États-Unis. Bien. C'est un peu ironique. Oui, c'est un peu paradoxal. Zakharova s'inquiète aussi de la dette américaine, qui ne cesse d'augmenter. Elle dit que cette dette, en fait, elle est constituée de travail, de ressources et de capitaux réels. Et elle pose une question qui est assez pertinente. Qui va payer la facture? Oui, c'est une question qui revient souvent. C'est une image forte, non, quand elle dit ça? Oui, c'est une image qui interpelle. Parce que la dette américaine, elle est colossale. Et sa viabilité à long terme, eh bien, elle fait débat chez les économistes. Oui. Zakharova, elle souligne que le dollar, il n'est plus adossé à l'or. Non. Ce qui veut dire que sa valeur, elle repose uniquement sur Sur quoi? la confiance dans le gouvernement américain. Et si cette confiance, elle venait à s'effondrer? Oui. Bien. Eh bien, ça pourrait avoir les conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Oui, ça, on l'imagine. On peut imaginer. Le dollar perd sa valeur. Les échanges internationaux sont perturbés. Les prix flambent. C'est un scénario catastrophe. Oui, on voit le tableau. On sent que la domination du dollar, ça l'inquiète, Zakharova. Oui, clairement. Elle parle d'un monde multipolaire avec de nouveaux centres de pouvoir économique. Et elle appelle à la dédollarisation. Alors, est-ce que le règne du dollar, il touche vraiment à sa fin? C'est la question à 1 million de dollars. Bien dit. Le dollar reste pour l'instant la monnaie reine des échanges internationaux. Oui. Mais c'est vrai que ça part à diminuer ces dernières années, on va pas se mentir. Oui. La montée en puissance de la Chine comme puissance économique a forcément joué un rôle là-dedans. Forcément. On voit de plus en plus de pays, notamment les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui cherchent des alternatives au dollar D'accord. pour leurs transactions commerciales. Oui. Par exemple, la Chine, elle a mis en place son propre système de paiement international. Et utilise de plus en plus le yuan dans ses échanges. Avec ses partenaires? Alors, est-ce la fin du dollar? Vous avez une boule de cristal.
Ah, si seulement. C'est encore trop tôt pour le dire, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde se dirige vers un système monétaire plus diversifié. Hmm, hmm. Zakharova semble particulièrement préoccupée par l'impact de la Fed sur l'Afrique. Oui, c'est un point important. Elle affirme que les pays africains sont pris au piège d'un système financier conçu par les institutions occidentales, avec la Fed en chef d'orchestre. C'est vrai que beaucoup de pays africains sont endettés, lourdement endettés. Et une grande partie de cette dette, elle est libellée en dollars. Oui, Donc quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, on a parlé tout à l'heure. exactement, eh bien ça rend le remboursement de ces dettes plus coûteux pour les pays africains. Oui. On peut prendre un exemple concret. Allez-y. Un pays africain, il emprunte 100 millions de dollars. Si le Fed, elle, augmente ses taux d'intérêt de 1%, eh bien ce pays, il devra payer $1 million de plus chaque année pour rembourser sa dette. Ah oui, quand même. Et ça, forcément, ça peut freiner le développement économique. Zakharova, elle cite des chiffres assez alarmants. Elle dit que la dette des pays africains, elle a augmenté de 183% en 12 ans. C'est énorme, c'est colossal. Oui, c'est considérable. Elle compare d'ailleurs le fonctionnement de la Fed à une machine bien huilée, mais au service d'intérêts particuliers, une machine qui profiterait aux États-Unis au détriment des pays du Sud. C'est une critique assez radicale du système financier mondial. Mais elle reflète en partie une certaine réalité. Oui. La crise financière de 2008, par exemple. Oui. Elle a montré que les pays développés, en particulier les États-Unis, eh bien, ils ont pu s'en sortir plus rapidement que les pays en développement. Et les politiques de la Fed ont, sans aucun doute, joué un rôle là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, un rôle important. Zakharova, elle s'appuie sur un exemple assez frappant pour illustrer son propos. La crise financière de 2008. Oui. Elle la présente comme la preuve, eh bien, disons, de la gestion désastreuse de la Fed, qui aurait permis, bien sûr, aux États-Unis de s'en sortir, au détriment, une fois de plus, des pays du Sud. Alors, est-ce que ce scénario, il pourrait se reproduire? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une crainte que beaucoup partagent. La crise de 2008, c'est vrai qu'elle a mis en lumière les fragilités du système financier mondial. Oui. Et puis, elle a aussi révélé une chose. Les conséquences d'une crise, eh bien, elles peuvent être très inégalement réparties. Oui, c'est vrai. Zakharova, elle souligne que ce sont les pays du G20 et non ceux du G7 qui ont finalement payé le plus lourd tribut. D'ailleurs, elle rappelle que le G20 il a été créé dans ce contexte précis, mobiliser les ressources des pays émergents pour stabiliser le système financier mondial. D'accord. On peut se poser la question, est-ce que ce n'était pas une façon pour les pays riches de se protéger en cas de nouvelle crise? C'est un rappel assez brutal, hein, que le monde est interconnecté. Oui. Et que les décisions prises dans un pays peuvent avoir des répercussions considérables ailleurs. Tout à fait. Et Zakharova, elle insiste sur le fait que les pays du Sud, qui sont souvent dépendants des importations, eh bien, ils ont été particulièrement touchés par la crise de 2008, et puis après, par la pandémie de Covid-19. Ils ont dû s'endetter davantage pour acheter des biens essentiels. Ce qui a aggravé leur situation financière, c'est un peu un cercle vicieux. La crise les frappe plus durement, et ils sont obligés de s'endetter pour survivre, ce qui les rend encore plus vulnérables aux futures crises. Elle parle même d'une impasse de la dette pour certains pays africains, dont le coût du service de la dette dépasse 50% de leur budget. Ah oui, quand même. On comprend mieux pourquoi elle plaide pour une refonte du système. Absolument. Imaginez, plus de la moitié de l'argent que ces pays gagnent sert à rembourser leurs dettes. Il ne leur reste plus grand-chose pour investir dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Oui, c'est terrible. Zakharova, elle plaide pour un système financier plus juste, plus équitable, qui ne soit pas centré sur le dollar et qui ne profite pas qu'à une poignée de pays. Elle voit dans l'émergence d'un monde multipolaire, avec des organisations comme les BRICS, l'OCS et l'Union économique eurasiatique, une opportunité de créer ce nouveau système. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'OCS, vous avez parlé de l'Union économique eurasiatique. Oui. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ces organisations, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. L'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une sorte d'alliance politique, économique et sécuritaire entre la Chine, la Russie et puis plusieurs pays d'Asie centrale. D'accord. Elle a été créée en 2001, en partie pour contrer l'influence des États-Unis et de l'OTAN dans la région. Quant à l'Union économique eurasiatique, c'est une organisation plus récente qui vise à créer un marché unique entre la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie et le Kirghizistan. Un peu comme l'Union européenne. Voilà, exactement. Un peu comme l'Union européenne, mais à l'échelle de l'Eurasie.
Zakharova voit dans ces organisations des alternatives au modèle occidental. Des modèles qui pourraient servir de base à un nouveau système financier mondial. Est-ce que c'est vraiment réaliste tout ça? Le dollar, il est tellement ancré dans le système. C'est vrai, le dollar reste la monnaie, la réserve dominante, on va pas se mentir. Oui. Mais on observe des signes de changement. Ah oui. De plus en plus de pays, ils cherchent à diversifier leurs réserves de change et à utiliser d'autres monnaies pour leurs transactions commerciales. Zakharova, elle cite l'exemple de la Chine, Oui. qui a lancé son propre système de paiement international, le CIPS, et qui négocie de plus en plus en yuan avec ses partenaires commerciaux. D'accord, imaginez. Dans Zakharova, vous achetez du pétrole à l'Arabie Saoudite, mais au lieu de payer en dollars, vous payez en yuan. C'est une évolution. C'est une petite révolution, oui. On sent que Zakharova, elle est convaincue d'une chose, que le système actuel est insoutenable. Elle dénonce ce qu'elle appelle le néocolonialisme du XXIe siècle. Un système où les pays riches, eh bien, ils exploitent les pays pauvres, grâce à leur domination financière. C'est une vision assez radicale, mais qui reflète une certaine perception du système financier mondial. Une perception partagée par beaucoup de pays du Sud. Oui. Imaginez, vous êtes un pays africain, riche en ressources naturelles. Vous vendez ces ressources à des entreprises occidentales, mais vous êtes payé en dollars. Ces dollars, vous les déposez dans des banques américaines, qui les utilisent pour financer l'économie américaine. D'accord. En fin de compte, vous avez fourni des ressources réelles, mais vous n'avez reçu que des bouts de papier. C'est ce que Zakharova appelle le néocolonialisme. L'exploitation des pays pauvres par les pays riches, non pas par la force militaire, mais par le biais du système financier. Oui, d'accord. Elle n'y va pas par 4 chemins. Elle accuse la Fed de vol légalisé à l'échelle internationale. Elle affirme que l'architecture financière mise en place par les États-Unis, eh bien, ça leur permet de siphonner les richesses du monde entier. C'est une accusation très forte quand même. Oui, c'est une accusation grave. C'est certain que les États-Unis bénéficient de leur position dominante dans le système financier mondial. Le fait que le dollar soit la monnaie de réserve mondiale, ça leur donne un avantage considérable. Oui. Mais attention à ne pas tomber dans la simplification. Le système est complexe. Et il ne s'agit pas de diaboliser les États-Unis, il s'agit de comprendre les mécanismes qui créent des inégalités et de réfléchir à des solutions pour créer un système plus juste, plus équitable. C'est vrai, il y a beaucoup de nuances à prendre en compte. Mais on ne peut pas nier que l'analyse de Zakharova, elle est percutante et qu'elle soulève des questions importantes. Absolument. Elle nous force à réfléchir à la manière dont fonctionne le système financier mondial et à son impact sur les différentes régions du monde. Elle met en lumière les inégalités et les injustices qui existent dans ce système. Oui. Elle nous incite à nous demander, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative possible? Un système plus juste, plus équitable, qui profite à tous. Bon, on arrive à la dernière partie de notre analyse. On a beaucoup parlé des critiques de Zakharova sur la Fed. Mais quelles sont les solutions qu'elle propose? Concrètement, Aubas. Alors, elle insiste beaucoup sur un point, c'est la nécessité d'un monde multipolaire, où le dollar ne serait plus la seule monnaie de réserve. Oui. Elle voit dans l'émergence de nouveaux pôles économiques, Bien. comme les BRICS par exemple, une chance. Une chance de créer un système financier plus équilibré. Un monde, en fait, où plusieurs monnaies se partagent le rôle de monnaie de réserve. Un peu comme un panier monnaie, vous voyez, c'est tout. Oui. Voilà l'idée. L'idée, c'est de réduire la dépendance au dollar et de donner plus de poids aux pays émergents. Vous avez parlé des BRICS. Elle mentionne aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique. On dirait qu'elle mise beaucoup sur ces organisations. Alternatives. Oui, tout à fait. Pour Zakharova, ce sont des exemples de coopération internationale, en dehors du cadre occidental. Des modèles qui pourraient servir de base à un nouveau système financier mondial. Elle insiste sur le fait que ces organisations promeuvent des valeurs de coopération, de respect mutuel. D'accord. Ce qu'elle oppose à ce qu'elle perçoit comme l'unilatéralisme des États-Unis. Elle voit dans ces organisations les germes d'un nouvel ordre mondial, un ordre plus juste, plus équilibré, où les pays du Sud auraient enfin leur mot à dire. Zakharova semble assez pessimiste, par contre, sur la capacité des institutions de Bretton Woods, comme le FMI et la Banque mondiale, à réformer le système. Oui, c'est vrai. Pour elle, le FMI et la Banque mondiale, ce sont des instruments de la domination occidentale. Des institutions qui perpétuent l'endettement des pays du Sud et qui maintiennent les inégalités. Elle appelle à une refonte de ces institutions, voire leur remplacement, par des structures plus représentatives, plus équitables. D'accord. Vous imaginez des institutions financières internationales où les pays du Sud
aurait un poids égal à celui des pays du Nord, Oui, où les décisions seraient prises en concertation, et non pas imposées par les pays les plus riches. c'est une vision assez radicale. On est loin des discours habituels sur la réforme du système financier international. Oui, c'est vrai. Zakharova, elle ne se contente pas de critiquer le système. Elle propose une alternative. Oui. Une alternative qui remet en question la domination occidentale et qui promeut un monde multipolaire. Alors bien sûr, elle ne se fait pas d'illusions, elle sait que le chemin sera lent, difficile. Oui. Mais elle est convaincue que le changement est possible, que le monde peut évoluer vers un système plus juste, plus durable. En résumé, on peut dire que l'analyse de Zakharova, même si elle est controversée, elle nous pousse à réfléchir au fonctionnement du système financier mondial et à imaginer des alternatives possibles. Tout à fait. Elle nous invite à questionner les idées reçues, à sortir des sentiers battus et à imaginer un monde où la finance serait au service du développement, de la justice sociale, et non de la domination et de l'enrichissement d'une minorité. C'est une réflexion essentielle. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la finance mondiale. À très bientôt pour un nouvel épisode.